ce que le roi garantit à tout le monde. Le pain n'est pas une marchandise, le pain est le bien commun. Oui, mais il se vendait, il s'achetait quand même. Il se vendait, il s'achetait sur des marchés avec des règles. Il y avait une police des grains, une police des subsistances. Le rôle de la police était de surveiller les marchés, de surveiller de telle sorte que les marchands ne passent qu'après que la population se serait servie. C'est-à-dire que l'obligation était faite pour les producteurs de mener leur blé ou leur grain ou leur pain au marché. La population se servait. Gratuitement ou en payant? En payant. Mais en payant un prix que le plus pauvre pouvait se l'offrir. Le prix était fixé. D'accord. Donc, si vous aviez des périodes de difficulté où on était obligé de faire venir du grain de plus loin, ça faisait plus cher parce qu'il fallait payer. Donc, le prix du blé pouvait augmenter. Mais l'augmentation du prix du blé était surveillée de très près par la police. La police était là pour ça. Bon. Donc, s'il y avait du surplus, et il y avait toujours du surplus, les marchands passaient ensuite. La libéralisation a consisté à dire les marchands se servent où ils veulent, quand ils veulent, et ils achètent le prix qu'ils veulent. Et ça a été déclenchement d'émeutes et jusqu'à la Révolution. C'est le libéralisme. C'est le libéralisme. Donc, il y a toujours eu des marchands. Il y a toujours eu des marchands, mais là, oui, j'arrive. Les marchands de dentelle, de chandelle ou de fourrage n'ont pas le même pouvoir sur la population que les marchands de grains. Et le libéralisme, et ça c'est Turgot, c'est l'encyclopédie, c'est Diderot, c'est tous ces gens-là, ils ont théorisé que le grain est une marchandise comme une autre. Et il n'y a aucune raison d'empêcher les marchands de fixer eux-mêmes le prix. C'est la fixation du blé, de la nourriture, par le marché et non plus par l'autorité royale. Il y a eu autre chose aussi qui a été absolument déterminant. Alors ça, je suis seulement en train de commencer à l'étudier, mais ça a été déterminant, ça a été très très grave. C'est l'argent est une marchandise comme une autre. Or, l'usure était interdite, mais depuis Jésus-Christ. L'usure, c'est-à-dire le principe qui consiste à dire j'ai de l'argent, je t'en donne 10, mais tu m'en rendras 30. C'est péché mortel. Et ça, c'est vrai dans toutes les grandes religions. Le libéralisme des Lumières a consisté à dire non, l'argent est une marchandise comme une autre, on va légaliser l'usure. Et Turgot a écrit un texte en défense de l'usure. C'est-à-dire c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Et le trading, alors, dans le trading, acheter et vendre des monnaies. Alors, un, j'y connais rien. Deux, c'est pas à ce niveau-là que ça se jouait. C'est pas à ce niveau-là que ça se jouait. Françoise. Alors, vous avez bien dit, Non, j'ai bien compris que le jansénisme, c'est les laïcs qui déterminent, qui ont un pouvoir sur le religieux. Absolument. Eh bien, à l'heure actuelle, dans beaucoup de diocèses en France, j'ai l'impression qu'ils sont jansénistes. Mais je pense que là, c'est probable. Non, mais je pense que le jansénisme n'a jamais été totalement. Il est resté. Moi, je sais que ma mère me disait, mais bon, elle n'est plus là, donc je peux pas vérifier. Ma mère me disait que sa mère avait une conception janséniste de la religion qu'elle avait réussi à l'en dégoûter. Et ma mère, elle est revenue à la religion par des biais détournés. Elle avait une mère qui la dégoûtait d'aller à la messe. Elle avait la religion triste, elle avait la religion maso, et moi j'ai cru pendant longtemps que la religion catholique c'était ça. Donc je pense effectivement qu'il est resté des influences jansénistes assez fortes en France. Mais le jansénisme en tant que tel, il existe depuis la Révolution. Oui, monsieur. Oui, je crois que c'est à cette époque qu'est apparue en économie la doctrine des physiocrates. Mais c'est eux, c'est eux, c'est Quesnay qui a transformé la science économique, qui était une science morale, est devenue une science technique. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il a écrit 3 articles dans l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie, il a écrit grain, il a écrit fermier, et oui, c'est tout à fait ça. C'est quoi la différence entre la science morale et la science économique? Parce que moi, je ne suis pas économiste, donc j'aurais besoin de... La règle, ils disent, les économistes ou les physiocrates, ils disent le marché va déterminer le bon prix. Le bon prix, c'est le prix que le paysan peut l'acheter, que l'habitant peut l'acheter. C'est-à-dire que l'économie morale consiste à dire le bon prix sera celui qui conviendra aux habitants, à la population, au royaume, aux gens.
Les économistes disent non, il y a un bon prix que le marché va déterminer et qui va être bien pour tout le monde, c'est abstrait. Et c'est l'offre et la demande. Et ils ont fait de l'économie une pseudo-science, alors que ce n'était pas du tout une science, mais ils ont présenté ça comme une science. Alors, ils ont présenté comme scientifique une théorie qui consistait à n'enrichir que les possédants. Et c'est le capitalisme sauvage. Le capitalisme existait avant les Lumières, mais il n'était pas au pouvoir, c'était le roi qui dirigeait. À partir de cette révolution-là, c'est l'argent qui domine. On est passé de Dieu. On m'a demandé ce que c'est la différence, ce qu'a apporté les Lumières. J'ai dit les Lumières ont remplacé Dieu par l'argent. Je suis pas mal votre travail et vous avez expliqué là, juste avant de terminer, que vous petit à petit, en gros, vous déconstruisez un petit peu le mythe des Lumières, de la Révolution. Ah oui, complètement. Au début, vous trouviez ça formidable. Ouais. Et du coup, pourquoi, parce que là, vous parlez à un public où il y a pas mal de monarchistes, etc., et que c'est un petit peu le thème aussi de la conférence, et pourquoi vous n'y êtes pas encore arrivé, vous, un petit peu comme Alain Soral, qui dit aussi, moi je trouve que lui ne fait pas le travail jusqu'au bout. Comment ça se fait que vous ne franchissez pas le pas de retomber, si j'ose dire, retomber au monarchisme? Parce que d'abord, c'est pas le but d'une recherche. Ma recherche, elle consiste à trouver déjà la vérité passée. Oui, mais pas recherche. Ma recherche, alors effectivement, ma recherche, elle est plutôt de savoir ce que veulent les gens autour de moi. Je veux dire, imposer un roi ex nihilo, je ne sais pas si les Français le veulent, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas, je crois que c'est pas tellement ma préoccupation, ça ne me choque pas comme perspective, ça ne me choque pas du tout comme perspective, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je crois tellement, mais je suis ouverte, je peux encore changer, mais devenir royaliste aujourd'hui, je ne vois pas. C'est clair de toute façon que maintenant, quand je dis République et quand j'entends ce que les autres, que Najat Vallaud-Belkacem n'entend pas République, on ne parle pas de la même chose. Ça, clairement. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que la laïcité, pour moi, c'était une valeur, mais visiblement pas la même que eux, quoi. Parce que ce que, par exemple, les jésuites revendiquaient, ou ce que revendiquait l'archevêque de Paris dans ses bagarres avec les jansénistes, c'est effectivement une espèce de droit à la laïcité, c'est-à-dire que il n'y ait pas d'ingérence du religieux dans le politique et du politique dans le religieux, dans les deux sens. Hein. La non-ingérence du civil dans le religieux, c'est également de la laïcité. C'est une de la laïcité à laquelle je tiens. Il est bien évident qu'on ne parle pas de la même. Donc, sur les mêmes mots, on ne met pas forcément la même chose. Donc, la République, oui, je considère toujours que je suis républicaine, pas du tout de la même manière que M. Payon ni que M. Valls, hein, clairement. Le roi, je pense... Vous savez, je me suis prise un jour, j'ai appris que le Saint-Crème, il avait été détruit, qu'en fait, il y en avait une grande partie qui avait été sauvée et que j'étais contente. Mais rétablir un roi maintenant, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas, mais je crois pas non plus que c'est pas possible. C'est pas ma préoccupation. Voilà, c'est pas ma préoccupation. Je continue de me revendiquer républicaine dans l'acception qui est celle des gens sincèrement attachés au bien commun, c'est-à-dire la chose, voilà, c'est ça, la chose publique, le bien commun, mais alors pas dans les formes qu'elle a aujourd'hui, clairement, ni dans les formes qu'elle a depuis 1793, parce que c'est vraiment l'horreur. Oui. S'il vous plaît, à propos des problèmes d'empiètement du civil sur le religieux, oui, ou inversement, du temps des pères de l'église grecque, de Saint Cyril d'Antioche ou de Jérusalem, c'était assez curieux parce qu'un évêque à l'époque, les jours pairs, il était évêque, les jours impairs, il était préfet. Ah, c'est intéressant. Ah. C'est curieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est des jours de circulation pour éviter la pollution. Vous savez, ce que je dis, moi, à propos de la laïcité, Jésus est le premier grand laïc, c'est-à-dire qu'on lui demande doit-on payer le tribut à César, et il dit rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est ça. C'est ça la non-ingérence. C'est-à-dire, c'est pas un prêtre qui va vous dire tu dois tant d'impôts. Il n'a rien à voir.